Putain, regarde la coccinelle. Donc je t'ai présenté la mangeuse de pucerons. Bon, alors bonjour, merci de venir me voir. Là je t'amène dans mon petit verger de poirier, le premier que j'ai planté. En fait en 2001, 2 années d'affilée, on a planté ici 200 poiriers avec les copains. William, 200 poiriers William et 200 poiriers William la deuxième année. Ce qui nous fait 400 poiriers sur un demi-hectare. Donc on a commencé à planter un arbre et puis un autre arbre en fait 5 mètres plus loin et etc. Et l'année d'après on a planté au milieu de ces deux arbres. Ce qui nous fait aujourd'hui un verger de 400 poiriers William plantés à haute densité. Voilà. Donc c'est le premier que j'ai fait, 2000-2001. Donc voilà, ça me paraissait logique d'avoir des poires et de les produire surtout en tant que distillateur. Donc on a de suite commencé à planter. Et je me suis rendu compte au fil du temps que c'était un sacré métier, celui d'arboriculteur, qui est très différent finalement de celui de distillateur. Mais il faut savoir produire des arbres et produire des fruits. Et puis pour corser le tout, on a décidé de passer tout ce verger, tous les vergers, toutes les vignes que j'ai évidemment en bio, avec quelques pratiques en biodynamie autant que possible. Et donc du coup c'est encore plus complexe. Mais là tu vois, on est le 8 mai et on a commencé depuis un moment à traiter nos poires. Et là tu vois un mélange de cuivre et d'argile en fait. Donc pour protéger nos poiriers, on a cette pellicule de cuivre et d'argile qui va en fait faire une barrière minérale entre autres aux insectes et pour le cuivre aussi aux champignons. Voilà. Bon, on a un petit peu de poire. C'est pas évident de voir des grappes, mais enfin regarde, ici tu en as une. Donc ici on a pas mal de William évidemment, mais aussi pour la pollinisation on y met d'autres variétés de poires comme la beurrée hardie par exemple et aussi quelques cognaciers. Tout ça améliore la pollinisation et donc à chaque bord de parcelle on a des haies qu'on appelle des haies champêtres dans lesquelles il y a du prunier sauvage, il y a du cognacier, il y a du noisetier. Un peu plus loin on va trouver des pruneliers ou des sureaux. Et tout ça, ça améliore aussi la faune en bio de notre parcelle et ça booste un peu les auxiliaires qui vont aider à se protéger naturellement. Allez, on va à la vigne. Alors ici, c'est le terroir des vignes, c'est le Traslupuech, ça s'appelle. C'est un petit lieu-dit où papa avec papy avait déjà planté de la vigne, donc c'est celles qui sont derrière moi, c'est des jurançons noirs. C'est avec ça qu'on fait racam et qu'on fait aussi la liqueur de folle noire. Voilà, c'est des raisins c'est des vignes qui ont environ 50 ans maintenant, 55. Et voilà, donc bien sûr cultivées en bio. Là on vient de décavaillonner, on a fini des pamprés. Donc enlever les pampres par les pieds, etc. Avoir quelque chose de propre et sur la vigne pour que ça se développe tranquillement. Toujours nos petits traitements. Donc on va retrouver notre argile et nos cuivres, un petit peu de soufre pour protéger de l'oïdium. Voilà, on essaie d'enherber nos rangs de façon naturelle pour avoir un couvert et un maximum de vie du sol aussi, un petit apport d'azote. Voilà pour le jurançon noir. J'ai un demi-hectare en fait sur lequel on fait racam et folle noire. Derrière, on va retrouver nos mosaques roses, 1,70 hectare de mosaques roses. Derrière là-bas, on a nos prunellards. Un peu plus au fond, on vient de planter un plantier de mosaques roses et de prunellards. Et ici, en fait, j'ai racheté une vigne il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, donc on est en train de la mettre en bio aussi parce qu'elle ne l'était pas malheureusement. Et là on retrouve des rangées de mosaques roses, des rangées d'alicante, des rangées de duras, de jurançon et un petit peu de loin de l'œil. Donc c'est une vieille parcelle qui avait été plantée en même temps que la vieille vigne par un de nos voisins.
Et donc on va la récupérer pour en faire un joli vin, mais on a encore un peu de boulot là. Faut que la vie du sol justement nous permette d'avoir quelque chose d'exploitable au niveau des raisins, et on se rend compte que les premières années c'est pas évident. Donc on va patienter un petit peu, on va y arriver. Mais ça fait déjà des beaux raisins. D'ailleurs, tu vois là bientôt on va être à la séparation des boutons floraux. Donc ils se séparent et on aura derrière ça, on aura la fleur. Donc c'est un moment assez critique, puisque derrière cette fleur, on dit souvent qu'on vendange 100 jours après la fleur. Donc la vigne étant une vigne qui s'auto-féconde, on aura la petite fleur de vigne et après les raisins évidemment. Et je te montre un petit truc aussi de la façon dont on lutte contre un insecte qui s'appelle le démis. Les vers de la grappe, en fait on lui met des capsules de phéromones qui vont lui troubler en fait qui vont en fait lui troubler la reproduction. On va jouer sur la confusion sexuelle. Donc il y a des petites capsules là-dedans et qui nous permettent de lutter contre le démis. Je me coiffe. Oh ouais, je vais me coiffer là. Là tu vois on est au verger de la Vert. Donc la Vert c'est ça, Villeneuve-sur-Vert, donc la rivière qui passe sous le village, c'est la Vert. C'est un tout petit cours d'eau et on a décidé de mettre un verger en fait à côté du cours d'eau, contrairement à celui que j'ai montré tout à l'heure. Donc ici on a je ne sais plus combien de pieds maintenant, combien d'arbres, mais ouais pas loin de 600 sûrement. On a commencé à faire des rangées de poiriers, à les attacher. On a fait une autre forme, là-bas ils étaient sur fil, ici ils sont un peu plus courbés et de plein air en fait. Et voilà, il y a beaucoup de poires par contre, tu vois, les vergers sont assez jeunes et de suite ils trouvent facilement l'eau, donc on a quand même beaucoup de poires. Donc là bon, les feuilles sont blanches pour les mêmes raisons que tout à l'heure, hein, beaucoup de traitement parce qu'on se méfie, c'est le mois de mai, il faut faire très attention à tout ce qui est pucerons, psylles, tout un tas de maladies qui peuvent attaquer le poirier parce que c'est plutôt fragile, et surtout le poirier William. On a donc 4 rangées de poiriers. Derrière on a des rangées de Reine Claude dorée. Donc la Reine Claude dorée, voilà, elle est un petit peu gelée, donc on ne va pas en voir beaucoup. Ici tu en as une, voilà la jolie petite prune, Reine Claude dorée. Donc bon, mois de mai on aura une récolte de Reine Claude dorée rien que courant juillet, hein, pratiquement. Et là tu as une rangée de cognaciers. Là, les petits coins en formation encore une fois. Là on voit bien qu'il lâche la fleur qui était au début et le fruit se forme juste derrière. Donc c'est les cognaciers sauvages, hein. Donc après les cognaciers sauvages qui sont des cognaciers non greffés, on a mis une petite rangée de guignées, de gains. Donc là il n'y en a pas beaucoup non plus, mais parce que c'est assez gélif en fait, la parcelle d'ici elle est un peu plus gélive que celle qui est en haut. Donc il y a un peu de tout qui se succède, et là on arrive en fait aux guignets et aux gains. Donc tu vois les jolies petites cerises qui seront bientôt mûres. Si on continue, on va juste derrière retrouver encore des poiriers qui sont un peu plus jeunes, mais il y a déjà des poires. Alors il y en a pas mal qui avortent, on dit, c'est-à-dire qu'elles tombent au sol et comme ça elles vont décharger, parce que là tout ne peut pas arriver à maturité si on gardait tout. Donc on va retrouver des poires par terre, mais c'est pas du tout grave. Et un peu plus loin encore on retrouvera des pommiers, toute une série de pommiers. On a 7 variétés de pommiers sur cette parcelle. Un petit mot sur le sol, tu vois que c'est très calcaire ici. On a un mélange d'argilo-calcaire avec un petit grillon. Ça c'est quelque chose qui est chouette chez nous, on en a beaucoup. Regarde, si tu arrives à l'attraper. Donc on plante, bon, nos vignes, nos vergers sont sur des argilo-calcaires. Ici c'est très calcaire. On a 70% de calcaire actif.
Donc comme tu le vois, c'est un mélange d'argile, de cailloux blancs qui sont des calcaires. Et après, ben, dans les végétaux que tu vas retrouver dans nos sols ici, ça va être bon, plutôt de l'esparcette, du sainfoin on appelle, et beaucoup de pimprenelle. Tu vois, pimprenelle sauvage. On la reconnaît bien à sa feuille très ciselée. Le sainfoin. L'esparcette, le sainfoin. Le sainfoin. Magnifique comme nom. Regarde-moi cette petite asperge là, au milieu des cailloux de calcaire, je te dis pas comment elle est bonne. Une belle rangée de sarriettes. Ici c'est l'endroit où on fait les tomates. Alors pour faire notre liqueur de tomates, on mélange en fait. Cette année on va faire 170 variétés de tomates, on verra 170, 180, on ne compte plus vraiment. C'est pour ça que j'ai arrêté de mettre le chiffre. Et on a 3-4 pieds de chaque. Que l'on va assembler dans la macération au fur et à mesure que les tomates vont arriver à maturité. Donc là on est encore au mois de mai, on vient de planter nos tomates. Les petits drapeaux, ce sont des variétés qui changent à chaque fois. Là on est sur la 123, 3-4 pieds, on va retrouver la 124, etc., etc. Il y a ce côté salin qui est encore plus marqué par le sol puisqu'on est en argilo-calcaire, très calcaire. Donc la salinité qui remonte des carbamates de calcium du calcaire, donc on accentue cette salinité. Regarde-moi cette belle sauge avec les abeilles, les bourdons. Donc là elle se régale bien sûr à butiner. On a pas mal de ruches aussi, on a 4-5 ruches, ça améliore la pollinisation de tous les vergers. Donc on les a planqués avec les truffiers là-bas, on n'ira pas tout voir, mais on a des abeilles et des ruches. Quand on cultive comme ça des choses assez mélangées, on appelle ça la permaculture, ce qui permet de faire en sorte que les plantes sont en interaction les unes par rapport aux autres. Donc elles vont attirer des auxiliaires, des insectes qui vont s'équilibrer. Voilà. Parce que les uns mangent les autres et certaines plantes attirent des insectes pour finalement manger les insectes qui attaqueraient les autres plantes. Donc ici on a vu sarriette, sauge, tomates, fraises, presque mûres, lavande qui est en train d'arriver. Et on arrive dans notre verger de Reine Claude dorée. C'est la prune la plus anciennement introduite dans le sud-ouest. Nous on adore cette prune, c'est une des plus aromatiques, elle n'est pas très grosse, elle est gorgée de sucre. Bon, bien sûr elle va se dorer, elle va passer de vert à violet, puis doré, violet doré, quand elle sera bien mûre. Donc elles vont tomber de l'arbre toutes seules, elles vont lâcher l'arbre quand elles seront très mûres, et on va les ramasser et enlever la queue et tous les noyaux pour faire notre eau de vie de Reine Claude dorée. Ici on a la mélisse, petit parcours de menthe là. Ici tu as la menthe coque. Oui monsieur, la menthe coque. Nous les Français, on a un emblème, c'est le coq. Et ça, c'est la menthe coque. Est-ce que tu as déjà vu de la réglisse? Eh bien c'est ça. Ben, tu le dis à personne, hein, mais on va sortir les racines des réglisses et on va faire un jour une liqueur. Voilà, mais ne le dis à personne, d'accord? Là tu as la rue. La rue c'est une plante insectifuge, donc qui répulse. Insecticide tue, insectifuge répulse. Et là on va l'utiliser cette plante en eau florale. On distille avec un autre alambic que celui que je te montrerai pour les eaux de vie. On distille des eaux florales, des huiles essentielles et notamment une eau florale de rue qui nous permet de additionner à nos traitements classiques de cuivre et de soufre ou d'argile calcinée un insectifuge comme la rue. Donc ici tu nous retrouves dans l'atelier avec papa, Jean Cazotte, c'est mon père, c'est lui qui a acheté l'alambic que tu vois ici, qui est un alambic ambulant. Et tu l'as acheté en quelle année? En 1960. Ouais. Et depuis, je distille chaque année. Voilà. Allez, on distille tous les deux. Donc moi j'ai repris en 98. En 1998, j'ai repris comme toi la partie bouilleur ambulant
99, on a fait tous les papiers et le petit bâtiment pour mettre l'alambic à l'abri, Un poste fixe. en poste fixe, voilà. Et puis tu m'apprends à distiller depuis tout petit, quoi. Voilà, je te suis depuis tout petit. Voilà, au début, j'aidais pas beaucoup, mais enfin, je suis venu dans les villages avec toi que tu traversais un petit peu. Et puis en 98, on a repris cette histoire pour fabriquer les bouteilles, d'abord de poire et puis les autres eaux de vie de prune. Oui, tu as De, eu l'autorisation de distiller sur place, toi. voilà, Moi, je l'avais demandé, j'avais jamais eu le droit. ils te l'ont pas donné, les douaniers. Ici, tu as un alambic, donc pour revenir sur l'alambic, un petit mot, tu as un alambic à entraînement à la vapeur. Donc on a une chaudière qui fabrique de la vapeur d'eau. On a 3 vases en série qui réceptionnent bien sûr nos fruits fermentés ou nos fruits macérés. Il peut y avoir aussi des distillations de fruits ou de fleurs ou de plantes macérées. Il faut que bien sûr tout contienne de l'alcool pour en tirer de l'eau de vie, donc ou par macération ou par fermentation. Donc les 3 vases en série. Ici tu as une colonne derrière papa, c'est une colonne type Stufler, c'est quelque chose qu'on a changé aussi quand j'ai démarré. On aime bien ce type de colonne qui baisse un petit peu l'amertume, moi je trouve, au niveau des alcools. Et là tu as le refroidisseur, voilà, le serpentin qui est à l'intérieur de cette grosse cuve. Plus les fruits sont beaux, plus on a des chances d'avoir une belle eau de vie, donc une bonne eau de vie. Si tu ne peux pas faire une bonne eau de vie avec des fruits pourris Non, des fruits trop verts. ou des fruits trop verts Trop aussi. verts, Voilà. les gens, ils ramassent n'importe quoi, certains. Voilà. Ils ramassent tout par terre. Il Voilà. ne le faut pas. Voilà. Alors là, papa, il parle pour les gens qui fabriquent leurs propres eaux de vie, Oui. pour les Personne. bouilleurs de cru. Mais bon, bien sûr, dès qu'on fabrique pour nous, on Nous, on le récolte fait nos bien. propres fruits. Voilà. On le fait comme il faut, on le sait. On les ramasse par terre. On les Oui, laisse mais tomber on de les laisse l'arbre. pas, on ne les ramasse pas au bout du jour, on les ramasse chaque jour ou chaque 2 jours. Voilà, Quand ils sont surmûris, c'est ça. c'est ça. Je vais te montrer une maternité. Viens voir la maternité de la distillerie Cazotte. Voilà. Tomates. Donc en fait, on préserve bien sûr chaque année toutes les variétés de tomates en graines, des tomates qu'on a récoltées. Pas toutes les graines, mais certaines graines de chacune des variétés. On lave les graines, on les sèche, on les met dans l'enveloppe avec le numéro. On garde notre collection de variétés de tomates. On les sème dans la nurserie, dans la maternité. Et on a les pieds de tomates, tu vois, ici à la 171. Donc elle n'est pas en terre encore, mais elle ne va pas tarder à y être. On a à chaque fois les numéros, ici aussi, qui correspondent bien sûr à des variétés. J'ai acheté ces amphores à Miravet, en Espagne, au nord de Barcelone. C'était 2014 environ. Et voilà, depuis je fais des macérations, fermentations avec ma compagne Johanna de Mosaque rose. On adore ça, en fait, l'approche des vignerons de nature, pour devenir nous aussi des distillateurs ou des liquoristes nature, parce qu'on considère que ça ne sert à rien d'utiliser la chimie, ça ne sert à rien d'utiliser la synthèse. Et c'est vrai que tout ce que l'on fait en production, on l'aborde de la façon philosophique et même pratique des vignerons propres, bio et nature, ce qui nous permet d'avoir des eaux de vie et des liqueurs complètement nature et propres aussi. La cave du grand-père, qui était un hangar en fait, il remplissait les cuves en béton, il faisait le vin, il vendait tout au mois de février, ce qui lui permettait de ne pas avoir fermé la cave. Moi je l'ai vite fermé, je l'ai isolé pour pouvoir faire des vins nature. C'est quand même la température, c'est assez important quand on veut essayer de protéger ses vins convenablement. Donc toujours mes cuves en béton, quelques cuves en plus, quelques tonneaux en plus, les amphores qu'on a vus aussi. Voilà, toute petite cave pour faire nos fermentations naturelles. Pas de levure, pas d'enzymes, pas de soufre. Même plus de soufre en 2019 sur notre millésime de vin. Donc Rackham, Adèle sera sans soufre. Et puis évidemment, poire, prune, là, n'en contiennent pas.
L'alambic, c'est un concentrateur, ça concentre les alcools, les arômes. Je te laisse deviner ce qui peut se passer aux pesticides, aux insecticides et à tout ce qu'on peut rajouter. Donc moi j'aime bien insister là-dessus, c'est le moment aussi, enfin s'il y a quelqu'un de légitime pour le faire, c'est bien moi, puisqu'en fait on n'utilise absolument rien si ce n'est des fruits, que ce soit des poires, des prunes et tous les fruits que l'on produit pour pouvoir fabriquer des eaux-de-vie et des liqueurs, mais aussi les raisins évidemment. Donc jusqu'à présent on ne faisait pas du vin sans soufre et cette année, parce que le millésime l'a permis, on y est arrivé. C'est pas sûr qu'on continue, on va faire attention à tout ça, le vin c'est pas les eaux-de-vie, mais voilà, on a une approche d'ensemble sur le distillateur nature et le vigneron nature autant que possible. On rentre nos poires et nos prunes, donc juillet pour les prunes, août, septembre pour les poires. Chair et peau uniquement, en fermentation, dans les cuves en résine alimentaire ou nos cuves en béton. La poire par exemple, on remplit la cuve de 80 hectos et cette cuve-là de 70, ce qui nous fait déjà un bon 150 hectos de poire à fermenter. Donc ça c'est du petit épeautre. C'est une variété de céréales qui est très vieille, on l'appelle langrin. Et de retour du Japon avec où Michel Brasse nous avait invité à Toya, on a décidé de fabriquer à la maison une eau-de-vie de petit épeautre, un peu comme un whisky, mais avec une céréale la plus vieille possible. Nous, ça fait longtemps qu'on cultive du blé. C'est une vieille variété de blé, c'est du petit épeautre. Donc moi, j'en fais une eau-de-vie de ça. Alors là, voilà, j'en ai amené une poignée pour vous la montrer. Puis on a 4 poules, donc on va leur donner. Sureau, Sambucus nigra. Donc cette semaine on récolte les sureaux, ça tombe bien, ils sont mûrs pour la fleur. On enlève la grosse tige qui tient les petites tiges qui tiennent les pétales. Donc on enlève les pétales des tiges, comme ceci. Toc, pleine de pollen. Donc on a les pétales, les tiges, on jette le verre et on garde que les pétales pour mettre à macérer dans le vin, l'eau-de-vie de vin, tout petit peu de sucre de raisin, pétales. Il faut qu'il y ait le moins de verre possible pour avoir le maximum d'arômes de fleurs. Sambucus nigra. Il y a 3 types de sureau. Ça c'est le sureau noir qui fera des baies noires. On retrouve nos eaux-de-vie, petit épeautre, poire William, Reine-Claude doré, la pomme gueule, le prune-lard et le mosaque rose, nos eaux-de-vie de raisin, cépage autochtone évidemment, un petit vieux millésime de poire William, 2004-2000, quelques bouteilles, la folle noire, la prunelle sauvage, les cédras, les guinéguins, les coins sauvages, les tomates, un vieux millésime de tomates, sureau et noix. À la maison, on a vu qu'on avait quelques plantes aromatiques et médicinales, sauge, sarriette, estragon, romarin, thym, menthe. Ce sont les eaux florales et on s'amuse à faire un petit vinaigre de vin à l'ail rose de Lautrec, un petit vinaigre de vin classique, un vinaigre de prune, la fermentation et l'acétisation des prunes, notre huile de tournesol et nos huiles essentielles de lavande, de sarriette et de sauge. Ici, on fait des eaux-de-vie pour les copains vignerons. Là, tu as l'eau-de-vie de Mar de Langlore, du copain Eric et Marie Pfefferling. Ici, tu as l'eau-de-vie Aetus des Mares de Champagne de l'ami La Seigne, l'eau-dingue de Patrice Lescarré et les sepcentenaires de la Mémé de Gramenon. On tend à faire vieillir nos eaux-de-vie en bonbonnes. Donc voilà, une petite vingtaine de litres. On va garder un maximum le disque. Tu le vois, le disque ici, le disque qui va nous permettre d'aérer un maximum nos eaux-de-vie et donc de les élever. La partie élevage sur les eaux-de-vie blanches, c'est pas en tonneau comme les whisky, les rhums et les cognacs, les armagnacs. C'est en bonbonne de verre avec un joli disque d'aération. Prune-lard, Adèle, Racam, mosaque rose en amphore. D'ici, de temps en temps, on fait du d'ici, qui est un doux,
un petit liquoreux. Et nos vins avec nos raisins de négoce, bulles versants, fruits rouges, champêtre et les marcottes. Et c'est quoi pour toi une bonne eau de vie? Une bonne eau de vie, il faut qu'elle soit vieille, comme le cognac. Plus c'est vieux, plus c'est bon. Par contre, les élevages, on les fait dans des bonbonnes. Dans des bonbonnes, le mieux c'est le verre. Hein. Le mieux c'est le verre. Le mieux c'est le verre et il y a une température qui change l'hiver et l'été, comme dans les anciens greniers. L'eau de vie se bonifie en haut, plus que dans les caves en bas. C'est le contraire du vin. Ouais, le vin, il faut... Le vin, il faut qu'il soit toujours à la même température au frais. Plus il est enterré, mieux ça va. Et les eaux de vie, c'est le contraire. Exactement. Les bouteilles de vin, il faut qu'elles soient couchées. Et les bouteilles d'eau de vie, il faut qu'elles restent droites. Autrement, le bouchon, il sèche. Et c'est sûr qu'au bout de 50 ans, il n'y a plus de bouchon. Merci pour tout ce que tu m'as appris. Et enfin, bon. Merci beaucoup. Et après, qu'est-ce que tu voulais? C'est des pierres, là? Non. Ah, bon. On a tout vu.